Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans la saison 1 Best-of de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Je suis Anne-Charlotte Deponte, je suis multicasquette parce que je suis ancrée dans nos racines avec un doctorat en histoire de l'architecture et une activité d'auteur publiée, parce que je suis ancrée dans l'actualité avec mon agence de com dédiée à l'architecture Charlotte Deponte et parce que je suis préoccupée par l'avenir, bien sûr, m'attachant à valoriser toute démarche percutante en faveur d'un avenir durable. Retrouvons-nous chaque semaine pour comprendre comment l'architecture est fabriquée, comment elle influence considérablement nos vies et la nature. Pour cela, nous interviewons des spécialistes, nous abordons des thèmes différents et nous apprenons à regarder les projets dans leur diversité et leur contexte. Pour vous offrir le meilleur, Philippe Henry, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Bonjour Mickaël. Bonjour Anne-Charlotte. Le journal du Grand Paris vous avait dressé le portrait en 2015. Portrait qui me semble assez juste, je cite. Fondateur de la structure et du concept ville hybride, Mickaël Silly porte haut l'idée qu'il est nécessaire de croiser élus, techniciens, investisseurs et habitants pour répondre aux défis transversaux de la mutation urbaine. Il voulait devenir cosmonaute pour explorer l'espace de tous les possibles. Il a réussi, à cette nuance près que la fusée s'est transformée en scooter et que le territoire à explorer a changé d'échelle. Mais il reste l'essentiel, car en devenant développeur urbain endogène, Mickaël Silly explore un vaste territoire, la ville hybride, et son champ des possibles, son leitmotiv, faire de l'hybridation une réponse aux défis des villes en mutation, en multipliant les passerelles entre les acteurs et les métiers, une réflexion façonnée au fil d'un parcours hybride, lui aussi. Commençons à parler de ce parcours hybride. Si la presse dit juste, vous êtes passé par le CELSA, puis la sociologie. Pouvez-vous nous en dire plus ? Comment passe-t-on de la sociologie à la fabrication de la ville ? Oui, alors plus exactement, j'ai commencé par la sociologie de l'innovation et des usages, qui m'a appris à traverser le miroir, en fait, à démythifier les discours convenus. Et la sociologie est vraiment le fondement de ma base théorique. Et j'ai eu deux maîtres à penser qui sont Patrice Flichy et Josiane Jouette, qui étaient spécialisés dans ce qu'on appelle l'innovation technologique, et qui m'ont permis de mieux comprendre les ressorts de l'innovation, et que la technologie en soi ne suffisait pas pour être innovante, que les usages développés par les habitants, les utilisateurs n'étaient pas suffisants non plus pour être innovants, et que c'était justement le croisement, l'hybridation des deux qui faisait l'innovation. Pour vous donner un exemple très, très concret, le cinéma, c'est le croisement entre l'innovation technologique, le procédé développé par les frères Lumière, et le magicien Méliès, qui a vu dans le procédé technologique une manière d'amplifier justement ces tours de magie. Et c'est l'hybridation entre la technologie, entre le procédé technologique cinématographique et l'appréhension poétique, romanesque de Méliès, qui a vu dans le procédé un moyen de démultiplier ces tours, qu'est né le cinéma. C'est comme l'électricité. L'électricité en soi, ça veut rien dire. À la fin du XIXe siècle, on allait voir la tour Eiffel s'illuminer. C'était un spectacle social. Et avant qu'on se dise, tiens, l'électricité pourrait avoir un usage domestique, on pourrait la mettre dans les maisons, ça n'allait pas de soi. Voilà, ça répondait à une attente qui n'était pas forcément exprimée, qui était latente, qui était là. Et donc l'innovation ne porte pas forcément l'application derrière elle. Et c'est justement un des écueils, on y reviendra, de l'urbanisme. Donc voilà, mon parcours, c'est d'abord la sociologie de l'innovation, des usages. Et ensuite, j'ai fait le CELSA. Et le CELSA m'a permis de mieux comprendre les rouages justement de la communication informelle,
la façon de faire passer les messages, d'emmener un auditoire qui aujourd'hui m'est précieux. Mais je ne me suis pas orienté vers la communication traditionnelle. Bête et méchante. Bête et méchante, voilà, ou en entreprise ou en côté collectivité pour être un peu la cinquième roue du carrosse et pas intervenir en amont de la conception des services, des produits, etc. C'est un peu le problème de la communication aujourd'hui, c'est qu'elle est toujours en bout de course et elle peut pas influer vraiment sur le contenu. Elle est au service d'une stratégie marketing, etc. Donc le CELSA m'a apporté ça. Alors ça a été ma formation académique. J'ai aussi fait l'ESJ en journalisme. Et j'ai commencé en fait à travailler dans le secteur de la publicité, au planning stratégique chez Young et Rubicam, au moment où émergeait le développement durable et Internet. C'était en 93, au moment du sommet de Rio pour la Terre. Et j'entends parler concomitamment pour la première fois d'Internet lors des je ne sais plus comment ça s'appelait, les conférences du savoir qui se tenaient à la Sorbonne. Et il y avait le PDG de l'époque d'Apple qui était là. Et une question dans l'auditoire était en 93, que va changer Internet dans le modèle d'Apple? La question en soi est marrante quand on la remet dans le contexte. Et puis quand on sait le virage qu'a su prendre Apple et à quel point il a su le prendre. Et donc, j'entends parler au même moment du développement durable et d'Internet. Et je vois que les deux seront des tendances structurantes pour longtemps. Je pressens que ça sera quelque chose qui va vraiment structurer nos sociétés. Je ne savais pas encore, bien sûr, en 93 comment, mais je pressentais que c'était deux tendances très, très importantes. Et je fais ma thèse en sociologie, justement, sur Internet, en quoi Internet était justement le signe de l'atomisation de la société. Jusqu'à Internet, en fait, on avait une société assez homogène, représentée par ses partis politiques, ses syndicats, les religions. Enfin, on avait un corps social assez homogène. Et on voit qu'avec Internet et la manifestation justement de cette désagrégation sociale, de cette atomisation. Et c'est aussi quelque chose qui me marque pour longtemps. Vous verrez justement pourquoi. Après la publicité, je travaille dans une agence de développement économique, celle de Paris. Et c'est là où je côtoie pour la première fois les élus, les services des collectivités. Et je suis un petit peu désarçonné par le mode de fonctionnement venant du secteur privé, par ces jeux de rôle, ces réunions où on voit des gens qui sont présents, qui prennent pas la parole, qui sont pas dans une volonté affichée d'avancer par rapport à la thématique de la réunion. D'autres qui sont là pour torpiller la réunion, d'autres qui la torpillent post-réunion. Donc, je rentre dans ce giron-là, je suis un petit peu surpris. Et donc, c'est au moment où la ville de Paris lance justement tout le mouvement des incubateurs et des pépinières qui va connaître le succès qu'on connaît. Et ça, c'est en 2004-2005. Au début, c'est des anciens bâtiments de la RIVP qui sont recyclés pour accueillir des incubateurs et des pépinières. Mais je vois aussi la limite de ce genre de démarche qui est une démarche très experte, très techno, très scientifique, où il manque l'implication de l'utilisateur final, de l'habitant, quand on réfléchit au développement économique. Quelles sont les incidences pour le salarié, le travailleur, etc. Et je vois pas cette dimension-là. Et donc, en 2010, je rencontre une centaine de personnalités pour monter ma structure. Et je me rends compte qu'il y a un sujet sur la transformation de la ville constituée. Je vois qu'elle est à la lisière des enjeux politiques, financiers, réglementaires. Cette transformation de la ville sur elle-même
fait émerger le concept de ville hybride. Sachant que la ville hybride, c'est un monstre en fait. Hein. L'hybride dans la nature, c'est le croisement de deux espèces qui sont contre nature. Et c'est un peu la vision que j'ai de la ville. La ville, c'est pas un élément naturel. C'est une pure fabrication humaine qui est à la fois le fruit du génie humain et puis aussi des pires bassesses. Oui, le fruit de l'héritage. L'héritage. Le fruit de l'imaginaire bâtisseur qui va pas toujours dans le bon sens. Exactement. Et la vie qu'il y a dessus. Et la vie qu'il y a dessus. On voit que des villes comme New York, comme Édimbourg, se sont constituées sur la violence, l'ultra-violence, ou sur la récupération pour Édimbourg des corps des SDF. Et la ville se superpose sur les laboratoires qui expérimentaient des choses sur les SDF. Et on voit que la ville, c'est un peu l'effet miroir de nos instincts les pires et en même temps de notre ingéniosité la plus remarquable. Et donc, la ville hybride, c'est ça. C'est pas la ville durable. Beaucoup de gens me disent, mais oui, hybride, moteur hybride, technologie propre. Non, ça n'a rien à voir avec ça. La ville hybride, c'est la ville qui est le croisement de nos contradictions, de nos génies, nos aspirations, nos envies, nos bassesses, etc. La ville, c'est une construction humaine et comme toute construction humaine. Du construit, du non construit, du flux. Voilà, et elle a le fruit de nos contradictions. La ville est aussi le fruit de nos contradictions. Elle est à la fois, comme la technologie, elle peut être à la fois la pire et la meilleure des choses. Tout dépend l'intention politique, justement. Et donc, voilà comment émerge Ville hybride. Ouais, donc, en fait, on est rentré directement dans votre sujet de prédilection. Le parcours a été, comment dirais-je, balayé naturellement par la ville hybride. Oui. Je ressens une personnalité indépendante et très à l'écoute. Est-ce que vous vous ressentez comme ça? C'est difficile de parler de soi, mais oui, je suis nettement plus à l'aise dans l'exercice de faire parler les gens que de parler moi-même. Dans l'imaginaire collectif, la ville est fabriquée par l'urbaniste et l'architecte. Or, si l'on s'intéresse à la question aujourd'hui, on s'aperçoit que fleurissent plein d'acteurs au sein de la fabrication de la ville, dont vous faites partie d'ailleurs. Pouvez-vous nous éclairer sur l'ensemble et la diversité des acteurs, leurs rôles respectifs, les liens qu'ils entretiennent et quels sont les nouveaux métiers? Pensez-vous qu'ils soient pérennes? Alors, effectivement, il y a toute une catégorie d'acteurs qui émergent. On y reviendra après, qui viennent challenger justement l'architecte, l'urbaniste. Et en fait, ils ne viennent pas de nulle part et ils se regroupent à la fois par compétences, affinités. Et j'ai essayé de les catégoriser parce que je les ai beaucoup côtoyés au début de Ville hybride. C'est eux qui m'ont beaucoup inspiré. Et sans avoir conscience que je faisais également partie de ce mouvement. Et à l'analyse, je me rends compte que je rentre justement dans l'une des catégories de ces nouveaux acteurs. Alors, il y a ceux que j'appelle les précurseurs. Alors, c'est plutôt des architectes, des urbanistes qui ont plutôt un côté assez militant, qui pratiquent ce qu'on appelle une architecture de combat, mais qui sont sans illusion par rapport à l'avènement du Grand Soir. C'est la génération post-1989, post-chute du mur. Et ils croient plus dans le faire, dans l'action, que dans le fait de porter une idéologie. Donc, ils mettent directement en pratique leurs préceptes idéologiques. Ils sont très axés justement sur la ville résiliente, sur la ville contributive, où le citoyen est contributeur, il participe de la transformation de la cité. Et c'est des gens plutôt comme Julien Belair, comme architecte autogéré, atelier d'architecture autogéré, AAA, ou Coloco, ou main d'œuvre. Après, il y a ce que j'appelle les alternatifs. Ils sont très proches de la famille des précurseurs, mais ils sont davantage issus de formations en sciences humaines. C'est plutôt des
des gens qui sont issus des cursus des sciences molles et qui n'ont pas forcément trouvé de débouchés par rapport à leurs études, un peu cette génération un peu précaire, qui a dû inventer justement qu'on dû inventer leur métier. Et ils sont très, très portés sur des projets d'intérêt général dans le domaine de l'agriculture urbaine, de la mobilité, de l'insertion, du réemploi, au sein de structures type Scope. Et c'est des gens comme Refer, comme Alage, comme Études et Chantiers, comme Cyclofficine, comme Appui, comme Clinamen. Après, il y a ceux que j'appelle les animateurs. Et eux, c'est pas des urbanistes, c'est pas des architectes. C'est pareil, c'est plutôt une génération un peu précarisée qui a dû aussi inventer son modèle, son métier. Mais eux, ils ont la capacité d'investir un périmètre et de venir l'animer, de le revitaliser, aussi jusqu'à parfois préfigurer les futurs usages. Et c'est des gens comme Souk Machine, comme la Lune Rousse, comme Yes We Camp. Et voilà, donc c'est des vrais animateurs mais plus que des animateurs, des quasi-préfigurateurs de ce que pourrait être le projet urbain. Après, il y a ce que j'appelle les Y. Eux, ils sont fraîchement diplômés d'école d'architecture et ils ont directement monté leur structure. Ils se sont imposés assez rapidement, en fait. C'est des gens comme le collectif ETC, comme Il n'y a plus qu'à. Que font-ils alors, très concrètement? Alors, eux, ils sont ils font aussi de la préfiguration d'usage sur les périmètres de projet, mais c'est pas des animateurs. Ils sont plus issus de formations architectes, urbanistes, paysagistes, et ils viennent penser les futurs usages à l'aide de petites structures mobiles où ils viennent tester avec les habitants les futurs usages du quartier, du périmètre. Après, il y a ce que j'appelle les born again. Alors, eux, ils décomposent en plusieurs familles, en fait. Il y a ceux qui viennent du secteur traditionnel de la promotion et qui ont senti la montée en puissance de l'urbanisme transitoire. Et c'est des gens comme Plateau Urbain, comme REI. Après, il y en a d'autres c'est une sous-famille, c'est des urbanistes de formation qui ont travaillé soit chez des acteurs alternatifs, soit dans la promotion, mais la promotion un peu avant-gardiste. C'est des gens comme le Sens de la Ville, comme promoteurs de courtoisie urbaine. Mmh. Et puis, il y a une troisième sous-catégorie dans les born again, dont fait partie Ville Hybride, qui sont des gens en fait qui ont opéré un virage professionnel à 180 degrés, plutôt justement des quadras, une génération passerelle entre l'ancienne et la nouvelle économie. L'architecture, l'urbanisme ne sont pas leur métier, ils viennent plutôt des métiers de la communication, du journalisme, du marketing. Et en se lançant dans leur activité, ils travaillaient pas dans le secteur de l'architecture et de l'urbanisme. C'est des gens comme ici Montreuil, comme les alchimistes, comme Enlargir Paris, comme les Mystères du Grand Paris. C'est des gens qui ils ont un côté culturel, en fait. C'est des gens très, très axés sur la culture, sur les nouveaux usages, sur les nouvelles façons de faire. Et les promoteurs, les investisseurs viennent les chercher dans les projets, parce que c'est eux qui vont nourrir l'inventivité, la programmation des projets, mais sur un nouveau mode que la programmation telle qu'on la connaissait jusqu'à maintenant, plus orientée programmation fonctionnelle. Là, on est vraiment dans ce qu'on appelle la programmation d'usage. Et après, il y a encore une famille qui s'appelle les circularistes, eux qui sont spécialisés vraiment dans un domaine bien spécifique de la ville de demain, en termes d'agriculture urbaine, d'économie circulaire. C'est les gens de Béastock, de Topager, Sous les Fraises, Cultiver la ville. Et puis enfin, il y a les start-upers. Alors eux, c'est leur centre de gravité est dans Paris Intramuros, plutôt dans le 2e arrondissement, berceau des startups parisiennes. Et ils sont ultra connectés aux autres grandes métropoles internationales. Ils sont archi-diplômés et ils maîtrisent très bien les outils du design thinking, de l'innovation ouverte. C'est les gens de Numa, de WeShare, de The Family. Et alors,
il y a encore 2 familles. Je vais essayer d'être assez rapide. Il faut. On va tous les passer en vue. Il y a les gentrificateurs. Alors, eux, ils participent de la gentrification des territoires qu'ils investissent. Leur activité, en général, plutôt pignon sur rue. C'est les gens du hasard ludique à Saint-Ouen, les Arcodés à Pantin, et puis les enseignes de rez-de-chaussée qui valorisent les circuits courts et ou régionaux, comme on voit rue du Nil dans le second arrondissement de Paris. Et puis ce que j'appelle les inclassables, eux qui se revendiquent pas acteurs de l'urbanisme temporaire, transitoire. C'est des acteurs charnières en fait entre l'ancien monde et le nouveau, et qui sont un peu les Monsieur Jourdain, Monsieur et Madame Jourdain de l'urbanisme transitoire, qu'on préfigurait justement cette tendance sans la nommer. Ils ne savaient pas comment d'ailleurs la nommer. Et c'est des gens comme Monty Laster à La Courneuve, comme Nicolas Cesbron à Saint-Denis, comme Daniel Puroy à Vitry, comme le deuxième groupe, comme Oblique, comme les frères Poussière à Aubervilliers. Voilà. Donc, il y a il y a vraiment une catégorisation de ces nouveaux acteurs. Et à l'usage, on se rend compte que plusieurs se ressemblent et ils occupent chacun un créneau bien spécifique. Ils ont leur propre ADN, finalement. Voilà. Et même si cette qualification est pas étanche, hein. C'est-à-dire que parfois, ils vont sur les métiers des autres. Mais là, j'ai essayé en bon sociologue, de faire une typologie un peu schématique. Voilà. Comment les institutions arrivent à fonctionner avec autant de nouveaux acteurs et de créativité ? Et peut-être que cette question bien spécifique rentre dans celle que j'allais vous poser. Depuis la création du Grand Paris, la pertinence de la notion va-et-vient dans le discours des politiques, et quelle est votre analyse sur le sujet ? Mais j'aimerais bien quand même qu'on précise comment les institutions arrivent à intégrer tous ces nouveaux usages, tous ces nouveaux acteurs, comment ces nouveaux acteurs s'y prennent pour gagner la confiance aussi, parce que c'est... Oui. Ouais. Il y a plusieurs questions. Alors, comment les institutions s'y prennent ? En fait, elles fonctionnent de manière institutionnelle, pour faire une lapalissade. C'est-à-dire qu'elles vont avoir tendance à faire ce que j'appelle du bottom-up descendant. C'est-à-dire qu'elles vont essayer de récupérer la dynamique générée par ces acteurs, mais en leur dictant, entre guillemets, le mode de fonctionnement issu du haut. Donc, on voit très vite les limites de ce genre d'appréciation des acteurs qui se sentent très vite un peu pieds et poings liés. Et comme pour toute profession, il y a ceux qui vont rentrer dans le jeu et s'affadir. Et puis ceux qui vont garder leur propre dynamique et avoir cette capacité à emporter les acteurs avec eux dans leur vision. Et aujourd'hui, tout le défi, c'est pour un acteur institutionnel, c'est de capter l'innovation générée par ces acteurs-là, sans les brider. C'est vrai que le Grand Paris, si on s'en tient à une lecture ponctuelle, on a l'impression d'un projet chaotique, complexe, etc. Mais si on le regarde sur la durée, en fait, le Grand Paris avance énormément. Il y a des milliers de personnes aujourd'hui qui travaillent sur le projet du Grand Paris. C'est vrai que la passation du dossier entre l'équipe Sarkozy et celle de Hollande a été difficile, parce que Hollande avait mis Cécile Duflot à la tête du Grand Paris, qui était sceptique par rapport au projet. Et il a fallu 1 an à la nouvelle majorité pour absorber le Grand Paris et en voir tout l'intérêt qu'il pourrait en tirer. Ça a été la mission de Thierry Lajoie, qui l'a très bien menée, un peu à la même manière que l'avait pu faire le cabinet de Christian Blanc sous Sarkozy. C'est-à-dire qu'il a pris son bâton de pèlerin, il est allé voir les élus, et il a contribué à créer ce qu'on a appelé à l'époque le nouveau Grand Paris, qui était justement comment concilier la création du nouveau supermétro, le Grand Paris Express, avec l'existant, le réseau plus ancien, vieillissant, et comment, au lieu de penser uniquement la nouvelle infrastructure, comment on pouvait penser les deux infras et qu'elles soient complémentaires. Donc, c'est vrai que dans le Grand Paris, il y a cette dimension. Après, il y a la dimension de la gouvernance du Grand Paris qui, elle,
n'était pas quelque chose qui était pensé à la base du projet. Sarko le dit lui-même, il dit la gouvernance du Grand Paris, c'était pas le sujet quand j'ai créé le Grand Paris. Ce qui fait le Grand Paris, c'est le projet. Donc le projet, c'est le métro, c'est les CDT. Et il avait inventé quelque chose d'assez ingénieux, qui étaient les contrats de développement territorial, qui ont amené les élus, les services, les techniciens à réfléchir ensemble sur le devenir de leur territoire. Alors, ce qui est dommage, c'est que les CDT n'ont pas débouché sur des projets concrets, mais entre-temps, il y a aussi la vague des réinventés qui est passée par là. Mais ça, c'est plus à l'initiative de la nouvelle gouvernance. Voilà, exactement. Et on s'est rendu compte qu'on pourrait plus faire du projet urbain de la même manière, que le métier d'aménageur se transformait, le métier de promoteur se transformait, le rôle des élus se transformait. Et quelque part, je trouve ça assez sain que cette espèce, pas d'inertie, mais de mouvement qui a été lancé assez fort sur Sarko, les élus, les personnes concernées aient pris le temps de pas forcément appuyer sur le champignon parce qu'ils auraient pu créer du projet qui n'aurait pas eu de sens. Et les réinventés ont contribué à réinjecter de la recherche et du développement dans les projets urbains qui en manqueraient cruellement. C'est d'ailleurs une des choses qui m'a le plus surpris quand je suis arrivé dans ce secteur d'activité. C'était un secteur hyper normé où ça fera la transition peut-être avec la question suivante, mais où justement la créativité était assez bridée par les normes. Les architectes, les constructeurs, les promoteurs n'avaient qu'à suivre la notice pour faire du projet urbain. Et les réinventés ont bousculé, secoué le cocotier. Après, ce qu'on en pense, ce qu'on en veut. Je connais les détracteurs des réinventés sur l'absence de rémunération des équipes, des choses qui font débat, mais c'est pas, pour moi, c'est pas le sujet. Ouais, moi, j'étais en agence quand c'est arrivé, et ça a été déjà, ça donnait la possibilité à l'architecte quand même de se réapproprier d'une certaine manière le projet, d'y redonner de l'intelligence, en tout cas d'aller chercher des acteurs qui pouvaient injecter de l'intelligence, et justement la notion d'hybridation était très importante. Oui. Et ça a apporté un souffle énorme. Après, c'est vrai que la question de la rémunération, on peut s'épuiser, mais bon, il faut bien commencer par faire les choses et puis les tester, et puis après on réajuste. En tout cas, moi je l'ai vécu comme une sacrée aventure et vraiment intéressante. Je comprends. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le savant livre de la sociologue, aujourd'hui disparue, Sylvia Ostrovetsky, dont je cite le titre du livre, « L'imaginaire bâtisseur, les villes nouvelles françaises », où l'auteur scrute la mécanique de production des villes nouvelles, le fait rationaliste, l'influence américaine et la prégnance de la technique, tout en décryptant une alternative, celle de libérer la parole de l'usager. Je cite au passage une note de lecture écrite par Pierre Sansot sur l'ouvrage de Sylvia Ostrovetsky, note datant de 1985, parue dans les Annales de la recherche urbaine. L'usager pourra intervenir dans nos villes nouvelles ou dans l'utopie de la nouvelle Babylone. Ce sera un bricolage, dit-elle, plus libéral que libertaire. En effet, l'homme jouera avec les éléments, tous les éléments, qui composent son environnement, tout en respectant l'ensemble du Lego. Il ne pourra pas, stupide, fasciné, se contenter de tenir dans sa main, dans son regard, l'un des éléments. On le contraindra à des plaisirs combinatoires. Notre individu, notre contemporain, rêvera d'une communauté fusionnelle en même temps qu'il regardera de sa coquille minérale, habitat et métallique, voiture, un spectacle naturalisé, la ville historique comme paysage. Ne peut-on pas imaginer une autre riposte à cet espace, parcellisé, divisé ? Non point la fusion, le retour à l'existence communautaire dont l'aspect réactif est bien patent. Mais le goût des rencontres, des visages dans leur singularité, d'une foule tachetée d'autant de néant que d'être. Pour faire la ville, il faut savoir raconter des histoires.
Cette phrase est sans doute prononcée avec humour quand elle vient de la bouche d'un urbaniste. Quand il s'agit d'un habitant, l'histoire redevient un récit oral. Et une ville n'est habitable que lorsqu'on peut, d'une certaine manière, la réciter, broder sur elle, esquisser d'infimes et perpétuelles variations sur ses humeurs et ses caprices. Donc cette note date de 1985. Pensez-vous que les préfigurations de Sylvia Ostrovetsky sont en train de se mettre en place, notamment avec les grandes opérations de concertation ? Sylvia Ostrovetsky a-t-elle joué un rôle dans votre démarche ? Auriez-vous incarné sa pensée en la transformant en une action, celle de faire la ville hybride ? Alors, pour être tout à fait honnête, je ne connaissais pas Sylvia Ostrovetsky, mais je me suis intéressé à ses principaux concepts. Et pour la rendre très lisible, compréhensible de la part des auditeurs, on peut résumer un peu l'œuvre de Sylvia Ostrovetsky à travers cette phrase. Est-ce que ce sont les habitants qui font les programmes urbains, les usages, ou est-ce que ce sont les habitants qui déterminent en fait l'espace, ou est-ce que c'est l'espace qui détermine les usages des habitants? Autrement dit, est-ce que on pense un bâtiment et les habitants, les utilisateurs vont s'adapter à ces contraintes, ou est-ce que c'est l'habitant, l'utilisateur, qui définit la programmation, le contenu d'un bâtiment? Et moi, j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre. On revient justement à mon adage par rapport à l'innovation et la technologie. Il n'y a pas d'innovation sans appropriation par les habitants, et il n'y a pas d'amplification d'innovation si la technologie n'est pas là justement pour servir de démultiplicateur, d'aspect systématique. Donc c'est vrai qu'en découvrant cette sociologue, j'ai été assez bluffé par la vision de sa pensée, hein, parce que effectivement, aujourd'hui, on est complètement dans ce débat-là, sachant qu'on est dans des contraintes assez fortes, justement, par rapport à l'espace, et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de réfléchir à l'hybridation, en fait, des bâtiments, à la mutualisation des bâtiments à travers plusieurs usages. Par exemple, quand on réfléchit à un port industriel, on réfléchit en même temps à savoir comment il pourrait être aussi une base de loisirs pour les habitants. Et sortir de l'ornière, en fait, très consommatrice de foncier, de terrain, qui est un périmètre, un usage. C'est tout l'enjeu aujourd'hui, c'est comment on redéfinit des usages qui ne s'adressent pas aux mêmes personnes d'un même périmètre. Et ça demande des montages réglementaires, des modèles économiques entre les acteurs, les investisseurs notamment, qui vont pas de soi. Et donc ça demande un dialogue ultra poussé entre les parties prenantes d'un même périmètre. C'est comme vous dire, voilà, vous avez un espace. Cet espace, il faudra qu'il soit utilisé pour travailler, pour dormir, pour se déplacer, pour y consommer, pour rencontrer des gens, etc. Comment vous faites? Comment on fait? C'est une forme de contrat, en fait, qu'on passe entre les uns et les autres, entre les différentes parties prenantes, entre celui qui pense les transports, entre celui qui pense le travail, entre celui qui pense la consommation, entre celui qui pense les nouveaux modes de production. Donc, c'est quel contrat on passe entre les uns et les autres pour arriver à ce qu'un espace restreint, délimité, puisse servir tous les besoins de la ville. J'aime bien cet auteur, cette sociologue, parce que elle a identifié en fait les futurs enjeux de la ville de demain, mais en le replongeant par rapport à son contexte des villes nouvelles, qui aujourd'hui, voilà, plus Oui, tout à fait le sujet, mais bien sûr. Voilà, peu importe, on réfléchit chacun avec son contexte de l'époque. Mais effectivement, elle avait bien perçu cette montée de ce qu'on appellerait aujourd'hui la programmation issue des nouveaux usages.
Après, on parle d'usage innovant, etc. Ça ne veut pas dire grand-chose. Un usage... Oui, et puis l'innovation à toutes les sauces, oui, innovation, c'est de la soupe. Ça veut rien dire. Ouais. En même temps, je vois bien ce que veut dire ceux qu'on promue ce concept-là. Ouais. C'est innovant dans le sens où ils n'avaient pas leur place avant dans les projets. Quand on faisait des immeubles sans penser au rez-de-chaussée, à la relation entre les rez-de-chaussée et les espaces publics, effectivement, aujourd'hui, on aura envie de dire c'est des usages innovants, mais il suffit de regarder dans l'histoire, on se rend compte que sur une même façade et un même périmètre autour de la façade, on pouvait avoir des choses extrêmement interactives entre les rez-de-chaussée, c'est le café et la place publique, hein, voilà. Mais aujourd'hui, du fait de l'aspect hyper normatif des projets, on a perdu cette dimension-là et on essaye de la retrouver. Alors, est-ce que ça passera par une dérégulation, le fait de dénormer? Est-ce que ça passera par la capacité des habitants à s'emparer des projets? Est-ce que ça passera par la capacité de créativité des architectes, des urbanistes? Oui, parce dont le qu'il rôle y est a redéfini. une nécessaire traduction Oui, dans l'espace oui, de ces envies. tout à fait. Et ça, c'est pas donné à n'importe qui. Non, ça c'est pas donné à n'importe qui, mais c'est vrai que les architectes font un peu les frais des nouvelles tendances en matière d'architecture et d'urbanisme, parce que certains se sont trop pliés aux normes et je ne sais pas si c'est par paresse, par laisser-faire, par désabusés qui ont suivi le cahier des charges et ont arrêté de se battre avec les Oui, c'est vrai élus. qu'un Nicolas Voilà. Michelin s'est beaucoup battu pour être hors norme. Enfin, oui, être hors norme et travailler dans la dérogation. Il en plaidait la cause, mais ce sont des exemples rares. Et il faut avoir la caisse pour tenir tête à un élu, à des services. Tout à fait. Mais ça ne veut pas dire que le rôle des architectes n'est pas aussi important. Il est toujours hyper important. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est un petit peu débordé par tous ces apports de nouveaux usages, tous ces porteurs de nouveaux usages. Et il faut que les architectes se remettent dans la matrice de l'habitant, dans la peau de l'habitant, et qui traduisent pas à brûle pour point la demande des habitants. Quand un habitant demande une piscine, c'est peut-être en fait qu'il veut juste envoyer son enfant en base de loisirs, enfin en classe de mer l'été. Donc il y a tout un travail quand même de réinterprétation, de retraduction de la demande habitante, qui aujourd'hui, quand je côtoie les architectes, me disent mais les gens savent pas ce qu'ils veulent. Les gens, ils ont l'expertise de leur quotidien. Après, aux experts de traduire ces demandes à travers des services, des équipements, etc., ou des choses intangibles. Mais on ne peut pas demander à un habitant d'être architecte, un architecte d'être habitant. Mais par contre, on a besoin que... Mais l'architecte est quand même un habitant. Oui, mais parfois on a l'impression qu'il oublie un peu cette dimension-là quand il est dans une tour d'ivoire et qui fait des plans from scratch. Donc il y a besoin mais il y a des architectes qui le font très bien. Moi, je travaille avec des architectes qui me suivent quand je fais de l'immersion dans les périmètres de projet, qui viennent avec moi rencontrer les habitants, etc. Et qui sont pas là pour dispenser leur savoir, ils sont là pour écouter, pour comprendre la vie quotidienne des habitants. Qu'est-ce qui est remarquable, qu'est-ce qui manque, et on n'est pas là pour immédiatement traduire les demandes des habitants. Ça serait une bêtise. Il faut ensuite la confronter avec la parole d'autres habitants, parce que parfois les paroles sont contradictoires entre elles. Donc il y a besoin aussi de trouver pas le plus grand dénominateur commun, mais qu'est-ce qui fait le plus de sens, justement? Comment on aboutit à une forme de contrat? L'alchimie peut se faire. Puis de contrat aussi, c'est-à-dire que je suis prêt à renoncer à certaines choses pour en gagner d'autres, mais c'est un contrat qu'on passe ensemble. Et il y a besoin de remettre ça dans les projets. C'est comment on recontractualise ensemble le projet et arrêter de cette ornière
où en fait il n'y a plus de débat, plus de confrontation, parce qu'on a peur de la confrontation, de l'échange d'idées, des heurts, de la colère, etc. Il faut que ça s'exprime à ce moment-là et qu'il y ait des gens qui soient là pour la canaliser, la traduire et que les habitants aussi comprennent bien les contraintes des projets, dans quelles contraintes économiques, réglementaires les projets se passent. Donc il y a aussi ce besoin de pédagogie. Et après, quand les habitants ont compris ça, moi je le vois sur les projets que je mène, ils sont tout à fait capables de renoncer à certains trucs parce qu'ils se rendent compte que c'est pas possible, c'est pas réalisable, compte tenu de l'état des finances, des réglementations, etc. Donc, mais rentrons dans cette itération entre experts, habitants, experts de leur quotidien, investisseurs, services, élus. Il y a besoin de remettre de la transversalité dans les projets. Mmh. Vous en faites beaucoup de concertations pour Ville Hybride? Alors, comment ça se passe? Alors, je fais de la concertation informelle, en fait. D'accord. Vous allez prendre la température. Oui, c'est-à-dire que quand il y a des phases de concertation formalisées, elles sont l'aboutissement de tout un travail en amont d'immersion dans les périmètres et leurs abords, où je vais à la rencontre justement de tout le tissu local, les associations, les habitants, les centres socioculturels, les cinémas, que j'appelle les personnes ressources. C'est des gens qui portent des projets qui ne sont pas forcément dans les radars, mais qui sont dans une démarche d'intérêt général. Donc, je rencontre de tous ces gens, je comprends leur quotidien, j'essaie de bien comprendre d'où on part et comment on peut créer une dynamique de projet. Ensuite, avec les architectes, là, je suis plus avec les architectes parce que ça devient assez technique. Donc, on va voir les opérateurs urbains qui interviennent sur le périmètre, les RATP, les bailleurs sociaux, les réseaux d'énergie, etc., pour essayer de les faire sortir de leur démarche en silo, en fait, où chacun avance à sa propre vitesse sans bien comprendre ce qui peut se faire 300 mètres plus loin. Et comment on peut créer du projet urbain. Donc, il y a tout ce travail à la fois de bonne compréhension des spécificités d'un périmètre et de ses abords, parce que le périmètre ne s'arrête jamais à ses limites administratives. Il va toujours s'étirer dans les quartiers voisins. Et comment cette matière vient nourrir justement les opérateurs structurants de projets urbains. Et c'est là toute la complexité de l'exercice, c'est de ramener l'expertise d'usage des habitants, des usagers temporaires d'un périmètre, au niveau d'information des opérateurs urbains structurants, pour voir comment on peut réfléchir ensemble le projet urbain et que chacun sorte de sa chapelle et de ses contraintes. Et regarde un petit peu plus au-dessus de la semelle de ses chaussures. Voilà. Donc je fais de la concertation, mais pas au sens classique. Parfois, je fais même de la concertation sans être missionné par un maître d'ouvrage. Hein. C'est-à-dire que juste pour le plaisir, je vais dans des périmètres et puis je m'immerge quelques jours. Alors après, il y a les services, les élus, les aménageurs qui me demandent ce que je fais là, mais je joue un peu ce rôle de sonneur d'alerte, d'avertissement, qui est c'est un peu un ovni dans le métier de l'urbain, mais je me gêne pas. Alors, que souhaiteriez-vous ajouter pour finir? Est-ce qu'il y a vraiment des intentions qui vous tiennent à cœur? Des choses qui pourraient... Qu'est-ce que j'ai pas encore dit? Je crois avoir dit l'essentiel, mais non, je reviendrai juste à la notion de ville hybride, qui est ni un ange ni un démon, qui est juste une ville humaine, mais qui porte à la fois ses contradictions, son génie, ses incohérences. Et la ville, c'est pas la smart city, c'est pas la prévision exacte des flux. Il faut laisser à la ville la capacité de justement laisser de l'informel
pour faire des rencontres fortuites. Alors, il y a parfois des rencontres fortuites qui se passent désagréablement, mais beaucoup génèrent beaucoup de choses insoupçonnées. Et il faut laisser à la ville cette capacité de générer des choses insoupçonnées pour qu'elles deviennent intelligentes. La question écologique centrale, bien sûr, fuit des théories savantes parce que trop grande urgence. L'ONU nous dit que l'humanité court un grave danger. À votre avis, comment sauver le monde ? Faire de la ville une mécanique résiliente, positive et non polluante ? Je donnerais une piste parmi beaucoup d'autres, mais qui me tient plus à cœur que les autres pistes, même si c'est pas la seule. C'est ce qu'on appelle le citoyen contributeur. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de politique écologique ambitieuse s'il n'y a pas une implication forte de chacun. Et comment chacun peut... alors, à la fois, dans cette dimension-là, mais ne pas faire reposer tout le poids de la responsabilité d'une société plus écologiquement responsable sur l'individu, parce que c'est aussi du registre des politiques publiques. Mais les politiques publiques pourront pas se passer du citoyen pour engager un cercle vertueux. Il n'y a pas d'écologie sans implication forte des habitants. Voilà, c'est à la fois un système et des parties prenantes des habitants qui participent de cet effort et de cette transformation. Voilà. Et après, il faudrait réunir certaines conditions. On n'a pas le temps pour les développer. Mais le principe est en tout cas celui-là. Merci beaucoup, Mickaël. C'est moi qui vous remercie. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comdarchi Podcast, COMDARCHI Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.